Rends l'argent. Rends l'argent, Franck Marshall. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Sans déconner, quoi. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes. Alors cette semaine, on va parler d'un classique. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre absolu. Alors on va essayer de rester objectif, Rafik. Je suis avec mon ami Rafik Djoumi. Voilà. Salut Steph. Salut Raph. Et en fait, on va essayer de rester objectif parce que pour nous, c'est un film qui a compté dans notre cœur. Oui, et qui compte encore. Ouais. Voilà, aujourd'hui. Et il s'agit de Congo. Oui, exactement. Congo, 1995, film de Franck Marshall, production Amblin, si je ne m'abuse. Je crois. Donc coproduit avec Kathleen Kennedy. Enfin, en gros, le film qui a tout bon, musique de Jerry Goldsmith. Adapté de Michael Crichton. Adapté de Michael Crichton. Avec voilà. Jurassic Park, tu vois. Tout est là. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est le film des années 90, en gros, quoi. Voilà. Certains disent que la même année où vaguement il y avait une espèce de Die Hard 3 qui se baladait dans le coin, mais bon, je pense que c'est très grandement exagéré. Die Hard 3, Schmayard 3. Voilà. Congo. En parlant de Congo, ne dévie pas, quoi. Donc, Congo. Ouais. Adapté d'un roman de Michael Crichton qu'il a écrit à la fin des années 70. Exactement, mais qu'il a écrit dans le but de faire un film, en fait. Parce que ce qui s'était passé, c'est que Crichton avait d'abord fait, comment ça s'appelle, La Grande Attaque du Train d'Or. Il avait écrit un bouquin en 75, qu'il a ensuite adapté en film en 78, avec Sean Connery et Donald Pleasance, qui est un film magnifique. Si vous ne connaissez pas, on n'en parlera jamais dans Mini-Stéroïdes parce qu'il n'y a pas de gros coups de poing dans la gueule, mais quand même c'est un sacré bon film. Il y a des singes ? Il n'y a pas de singes, il y a des trains, il n'y a pas de singes. Donc La Grande Attaque du Train d'Or, le meilleur film de Michael Crichton, et donc ça s'est très très bien passé, et la relation avec Sean Connery a été tellement productive qu'il voulait absolument refaire autre chose avec lui. Et en fait, il pensait que Sean Connery ferait un Alan Quatermain parfait. Et donc il s'est dit, il faut absolument que j'écrive un film sur un grand chasseur blanc, en fait, à la Alan Quatermain, dans l'esprit un peu pulp. Et puisque donc pour ceux qui l'ignorent et qui voient tout de suite Richard Chamberlain, je vous arrête tout de suite. Donc Alan Quatermain, c'est un personnage de la littérature pulp du début du XXe siècle, que d'ailleurs incidemment Sean Connery va finir par interpréter plus ou moins dans La Ligue des Gentlemen Extraordinaires des années plus tard. Et donc il écrit Congo un peu dans l'état d'esprit de je veux faire un film qui me refasse plonger en enfance dans cette littérature pulp, mais en même temps c'est et dans des films qui existaient dans les années 50. Exactement. Et en même temps, c'est l'époque où Michael Crichton est entre autres intéressé par les travaux de ce qu'on appelait, je crois, Coco, le singe qui parle, en fait, qui étaient tous les travaux des sourds-muets pour donner la parole à des gorilles. Et donc, il a déjà l'idée d'associer le héros qu'il va créer avec un gorille. L'idée géniale. Qui est une idée absolument totalement brillante. Parce qu'en fait, comme l'a démontré Doudur et Dingue, si tu veux, auparavant, on peut faire un buddy movie avec un singe. On peut faire un chef-d'œuvre avec un singe, ouais. Voilà. Et donc le héros était censé s'appeler Charles Munro, et donc il était accompagné d'un singe qui s'appelait Amy dans ses aventures en Afrique. Bon, bref. Il écrit donc dans son livre, il remet le mythe de la Lost City of Zinj, etc. Bon, bref, d'ailleurs, on a revu ces dernières années dans un film plus sérieux. Bien plus sérieux que Congo. Voilà. Mais pas aussi, je pense pas aussi bon, pas aussi brillant, métaphysiquement parlant. Mais et donc il publie le bouquin dans le but d'en faire le film. Le bouquin marche correctement, et entre-temps Crichton se prend des gamelles dans sa carrière personnelle, et notamment la sortie de Looker qui l'a bien flingué, peut-être totalement oublié aujourd'hui, et il va avoir énormément de mal à se refaire. Il est toujours très considéré sur le plan. C'est lui qui a réalisé ce film avec Tom Selleck. Runaway, la vedette du futur. Oui. Avec la balle qui trace là. Ouais. Mais toujours est-il que je crois que c'est en 83 on lui pose la question, je crois que c'est dans une interview dans Starlog, où il dit pour ce qui est de Congo, c'est mort.
Et en plus, entre-temps, il y a eu Les Aventures à l'Arche perdue, qui a finalement complètement régénéré l'esprit pulp au cinéma, mais sous une forme peut-être qui était très éloignée de ce que Michael Crichton voulait faire. Finalement, lui, il était plus proche de Spirou, quelque part. Heureusement, les voies du cinéma sont impénétrables. Exactement. Voilà. Et on arrive 10 ans après. Et en fait, il a lâché, il a revendu les droits, donc il appartenait plus du tout. Et mais j'imagine que ça doit probablement être sur le plateau des Aventures à l'Arche perdue que Marshall et Kennedy ont commencé à flairer le bon plan. Donc, Frank Marshall et Kathleen Kennedy sont les cofondateurs avec Steven Spielberg de la société Amblin, donc qui est à un peu de choses près, je crois, la boîte de prod qui a défini les années 80. À Hollywood, donc ils sont derrière tous les projets, les Retours à le futur, les Indiana Jones, les E.T. et compagnie, les Jurassic Park. Et donc au début des années 90, en fait, ils se contentent plus de suivre le maître dans ses différents désirs de producteurs. Ils sont aussi à l'initiative de pas mal de projets, dont certains vont être réalisés par Frank Marshall. Frank Marshall, vous pouvez l'entreapercevoir, c'est lui le pilote allemand qui se fait assommer par Karen Allen dans Les Aventures de l'Arche perdue sur l'aile volante, en fait. Pas le gros baraquet qui se bat contre une Indiana Jones. Voilà. Pas vraiment. Non. Mais celui qui essaie de buter Indiana Jones avec son flingue, en fait, il se fait assommer, c'est Frank Marshall. Aussi bon acteur que réalisateur. Qui d'ailleurs avait lui aussi des velléités de comédien. C'est un peu un gosbo en fait, Frank Marshall à cette époque-là. Je pense que quand tu as fait Congo, tu les tombes toutes. Moi, je pense que c'est assez clair. Non mais bon, écoute, un des premiers, Frank Marshall, si tu veux, il a quand même commencé avec les films de Peter Bogdanovich. C'est The Last Picture Show et La Barbe à Papa, ses premiers producteurs. Certes, il a fait Congo, quoi, c'est tout. Il s'est ensuite spécialisé dans un cinéma beaucoup plus populaire. Un cinéma simiesque. Non, mais je sais pas moi, t'as Roger Rabbit. Non, mais je sais qu'il est Franck du Soleil. Je dis pas le contraire. Mais il y avait des réalisateurs derrière ces films. Non, en fait, quand il s'est mis à réaliser son premier long métrage Amblin, c'était Arachnophobie. Vu en salle, c'est complètement ringard, mais ça, encore une fois, ça fait partie de ces films concept. On va se faire plein d'amis, en fait, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui aiment Arachnophobie. Mais il y a des gens qui ont vécu les années vidéoclub, donc c'est les films que tu mates. Moi, je l'ai vu en salle, ce film. Je me rappelle Arachnophobie. Complètement con, mais il y a moi, je suis dans le What You See, What You Get. C'est le film, il est exactement ce que tu pensais qu'il allait être avant de rentrer. Et effectivement, tu peux te demander pourquoi tu l'as vu alors que tu savais déjà ce que c'était. Mais voilà, ça va. Non, mais je pense que c'est un type. Après, pour être un peu plus sérieux. Pour moi, c'est pire quand ils essaient de se prendre au sérieux et que 2 ans plus tard, ils font Les Survivants, qui se veut la grande œuvre dramatique nominable aux Oscars et qui est juste et qui passe complètement à côté du sujet principal. Surtout, c'est ça le truc, parce que c'est l'histoire de comment dire, de rescapés d'un crash d'avion qui se sont bouffés pour survivre. Les cannibales, tout à fait. Les cannibales, et en fait, du coup, il y a pas de cannibalisme dans le film, c'est ça qui est complètement dingue, quoi. En fait, Congo est plus gore. Ils mangeaient de la neige, les mecs. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai, en plus, Congo est plus gore, parce que, mine de rien, en fait, c'est un PG-13, je crois. Et putain, ça dézingue du singe, mais comme des gros bâtards, quoi. Non, mais vas-y, parce qu'on revenons à Congo. Non, mais je reviens pour une des raisons qui a fait que le projet de Michael Crichton ne s'est pas fait. Il y avait bien sûr le fait que sa carrière est partie en vrille après Looker, mais aussi parce que Crichton voulait absolument tourner avec un vrai gorille. Il voulait pas, et comme il le disait à l'époque, il voulait pas Rick Baker déguisé. C'est Crichton qui disait ça à l'époque. Donc il préfère Stan Winston déguisé, quoi. Non, mais... Et donc il fallait attendre que le développement de l'animatronique permette de faire un singe auquel on puisse croire, et qu'il soit pas un comédien déguisé. Et apparemment, à la Paramount, ils ont estimé que le temps était venu, puisque donc un jour, Sherry Lansing a fait une présentation digne de Robocop, où elle avait donc tout le staff de la Paramount qui était réuni, et alors elle leur a dit, je veux pas mal la citer, elle leur a dit, excuse-moi, voilà, elle leur a dit, vous connaissez tous Tom Cruise, vous connaissez tous Harrison Ford, laissez-moi vous présenter la nouvelle star de Paramount. Et là, les portes se sont ouvertes et un gorille est entré dans la pièce. Putain. Et ils étaient tous stupéfaits, et elle leur a dit attention, ils sont très très timides et très nerveux, ne faites pas de bruit, alors que le gorille passait d'un siège à l'autre. Voilà. Pourquoi c'est pas sur le Blu-ray? J'aurais trop voulu voir ça, quoi.
Et donc, c'était effectivement le Emmy du studio Stan Winston qui est apparu à ce moment-là et qui a bluffé le comité présent. Alors, donc Stéphane, tu es vraiment une mauvaise personne. En fait, je pense que tu te fous de la gueule des gorilles aux zoo, toi. T'es toujours à dire... Non, justement, au contraire. Mais tu rigoles, mais alors, revenons un petit peu sur le film quand même, là, parce que là, tout ça, t'as beaucoup traîné des pieds, là, en fait. Avant d'avouer de quoi il s'agit. Ouais, de rentrer dans le vrai vif du sujet. Congo, en gros, c'est Simiesque Park. Hein. C'était ça la logique de Paramount derrière. Ils ont vu le carton de Jurassic Park, ils se sont dit on a les droits d'un roman de Crichton, on y va quoi. Et en fait, je pense qu'ils ont voulu vraiment l'aborder sous cet angle-là. Apparemment, à l'époque, il avait été décidé que les effets spéciaux numériques n'étaient pas au point. Notamment pour la fourrure, je crois, pour faire en sorte que les singes soient faits comme on peut le voir aujourd'hui, par exemple, dans les nouveaux, dans la dernière trilogie de la planète des singes, hein, où c'est quand même assez bluffant, quoi. Il n'y avait pas de ça. Du coup, en fait, ils sont pas allés chercher effectivement Rick Baker. Et ils sont allés chercher. Alors là, notre ami Julien Dupuis n'est pas là. Donc en fait, ça se trouve, il va s'arracher les cheveux quand il va entendre ce qu'on va dire sur le travail de Stan Winston. Et ça se trouve, il va nous dire, mais les gars, c'est brillant, vous vous en avez pas rendu compte, quoi. Et donc, ils sont allés chercher Stan Winston, qui lui, en fait, voyait ça comme un défi parce qu'il n'était pas connu comme le Rick Baker, c'était le Ape Guy, en fait, le Ape spécialiste, en fait, le spécialiste des singes, alors qu'en fait, lui, il était connu pour autre chose, quoi. Stan Winston, c'était les robots, Terminator, tout ça, etc., etc. Et en fait, du coup... Et Aliens aussi. Voilà, et en fait, du coup, il a voulu vraiment, il a pris ça comme un défi, il s'est dit, je vais faire, en fait... le plus beau singe de tous les temps. Voilà, et le plus beau singe de tous les temps, et il n'y en a pas qu'un dans le film, il y en a plusieurs, est-ce qu'on dit Ami, effectivement, mais il y a aussi des singes blancs à la fin. Qui est présente pendant une énorme partie du film. C'est aussi, en fait, parce que, effectivement... moi, je sais que toi, ce qui t'a fait comprendre le film en amour, c'est de voir Ami boire un cocktail martini dans un avion. Il n'y a pas que ça, quoi. Tu vois, je veux dire, il y a tout un tas de trucs. Mais après, c'est étonnant parce que je vais faire une petite parenthèse très rapide. Il y a quelque chose malgré tout, c'est-à-dire que bon, voilà, tu jettes un œil sur le film, tu ne peux pas te tromper. C'est évident que c'est un mec, ou en l'occurrence c'est une meuf, déguisée en singe. Tu ne peux pas te tromper, quoi. Et tous les singes du film, c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment donné où tu es en train de te dire « Ah putain, c'est un vrai singe », tu vois. Malgré tout, je le trouve super attachant, ce personnage-là. Voilà. Et du coup ça participe du côté un peu... c'est-à-dire, on se fout de la gueule du film, oui, mais en fait, il y a quelque part, j'ai un amour pour le film qui, je pense, n'est pas l'amour initial qui doit être donné au film tel que les concepteurs ont voulu, en fait, rendre le film émouvant. Mais je le trouve émouvant dans sa totale ringardise, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un film... Déjà, c'est un film qui se veut à l'ancienne, hein. C'est-à-dire qu'en gros, clairement... En fait, c'est un film... C'est pas un film qui se veut, c'est-à-dire c'est un film, il sait pas ce qu'il est, surtout. Je pense que ce qui en fait que c'est un des plus gros aides de cette époque-là, c'est qu'il a pas la moindre idée du genre dans lequel il travaille, puisque déjà, l'histoire, c'est un gros bordel, hein. C'est quand même une expédition en Afrique qui est attaquée par on sait pas quoi, alors qu'elle cherchait des diamants... pour une technologie de communication de satellite... Et donc on en envoie une deuxième avec donc ce singe qui est censé les aider à retrouver le lieu. Et ils sont accompagnés d'un... Non, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, eux, ils veulent la ramener chez elle. Ils veulent ramener Amy chez elle. Et en fait, Amy, donc, qui parle avec l'angiosync, et puis elle a une petite machine, en fait, attachée au bras, qui retranscrit ses signes en langage. Donc c'est assez génial. En fait, c'est Stephen Hopkins en gorille, quoi. Ouais, non, pas Stephen Hopkins. Hawkins, vraiment, j'ai compris Hopkins. Je me suis dit, qui s'y raconte? Ça y est, on l'a perdu. Mais c'était Stephen Hawking. Oui, alors ouais, je devais te dire ça, ou alors le répondeur SFR, quoi. Ouais. Tu vois, parce que voilà, il y a un peu, tu vois, c'est très bizarre, quoi. Et en fait, t'as ce truc, et donc, en fait, t'as ce greffe dessus un pseudo-milliardaire roumain qui est interprété par Tim Curry. Tim Curry, qui est merveilleux, qui a joué un personnage qui s'appelle Erkermer Homolka, donc effectivement un philanthrope roumain qui finance l'expédition. Roumain, ouais, mais moi j'ai l'impression qu'il recherche c'est quand même le proto-Borat, quoi, dans le film, parce qu'il a des moments dans l'accent. Bon, moi je ne regarde plus le film que pour Tim Curry, de toute façon. En général, on regarde les films pour Tim Curry et parce qu'il est à la recherche de la mythique cité de Zinj, qu'il n'arrive pas à prononcer, donc dans le film avec son accent qui ne marche pas. Et donc il constitue effectivement cette expédition, aidé d'un personnage qui devait être celui de Sean Connery, mais dont le nom a
inchangé, joué par Ernie Hudson de Ghostbusters, qui au lieu de s'appeler Charles Munro, comme c'était le nom du personnage de Sean Connery, s'appelle Munro Kelly, qui d'ailleurs leur dit littéralement pour se présenter « Je suis votre grand chasseur blanc ». Alors je sais pas comme dans la VF comment c'est traduit. Et donc tous ces gens se retrouvent en direction du Congo. Voilà, et en fait, comme ils n'ont pas d'argent pour payer comment dire, parce qu'apparemment le grand milliardaire n'est pas si milliardaire que ça, en fait, comme ils n'ont pas d'argent pour payer l'essence, en fait, et qu'ils sont dans un pays où il y a un coup d'état toutes les 5 minutes. En fait, ils sont assistés par Laura Linney, le personnage de Laura Linney, en fait, qui, elle, en fait, est la petite amie de Bruce Campbell qu'on voit. Alors Bruce Campbell, vous excitez pas, on le voit 3 minutes. Qui est censé mourir au début du film. Voilà. Et en fait, en gros, on le voit vraiment 3 minutes, faut pas chercher. Si vous êtes fan d'Evil Dead, tout ça, etc., vous laissez tomber, c'est pas là-dedans que vous allez être repu. Mais alors, le truc, c'est que du coup, en fait, ce personnage-là, qui est alors, pareil, un peu étrange, parce que c'est une ancienne de la CIA, elle bosse pour un truc de communication, etc., qui est mené par, en plus, Jordan Baker dans un rôle de grand mania des médias absolument, amoral, quoi. Zéro once de subtilité sur le personnage, puisque c'est quand même son fils, le personnage de Bruce Campbell, et en gros, il en a rien à foutre qu'il soit mort sur place ou qu'il ait disparu, quoi. D'ailleurs, c'est même super drôle, parce qu'il y a une scène, donc en fait, ça arrive au début où tu vois Bruce Campbell qui se fait attaqué par un singe, mais en fait, c'est flou. Hors-champ, on sait pas ce que c'est. C'est hors-champ, et en fait, eux, ils le voient à travers une retransmission de caméra par satellite. Et en fait, elle fait un appel elle-même à un moment donné, une deuxième fois, et là, t'as Amy qui passe derrière, en fait, et qui renverse le truc, et l'autre, il croit que c'est vraiment encore. Il fait « Oh non, pas une deuxième fois !» Il est en train de... Ça fait du poing sur la table, comme ça, tu vois, avec une conviction absolument... voilà. Donc bref, bon, je m'égare, je pars dans tous les sens, c'est parce que j'aime beaucoup ce film. Voilà, et en gros, il se retrouve, c'est elle qui paye du coup le voyage, et du coup, en fait, voilà, c'est pour ça qu'ils se retrouvent sur place là-bas. Ils vont bel et bien trouver cette fameuse cité mythique de Zinj, dont on s'apercevra qu'elle est gardée depuis des millénaires par une espèce de gorille spécifique de singe blanc qui a été tueur, engineered, en fait, créé par la main humaine pour protéger qui a été plutôt on les a poussés en fait à exploiter leur gène criminel, quoi. Tout à fait. C'est pour ça qu'ils sont albinos. Voilà. Non mais de toute façon, ce film, voilà, donc il y a ce truc, et alors il y a voilà, enfin comme on le disait, il y a peut-être les plus beau singe de l'histoire du cinéma. Non, et puis il y a ça, et puis encore une fois, le fait que ce soit au départ un projet qui se voulait un projet complet pulp, qui ensuite est adapté par des gens qui ont bossé avec Spielberg, donc qui sont censés d'une certaine manière savoir ce que c'est faire un film léger, et en même temps, on leur dit de se mettre dans le sillage de Jurassic Park, alors que ça n'a strictement rien à voir, le pitch de Congo. Donc est-ce qu'ils font un film sérieux, technologique, effets spéciaux, ou est-ce qu'ils font un film complètement barré, justement, à la Alan Quatermain, production Canon, parce qu'il y a des trucs dans le film qui sont de l'ordre de la parodie, enfin, pour montrer qu'ils sont vraiment en Afrique et pas sur le continent européen. Donc il y a un coup d'état toutes les 2 secondes, c'est-à-dire que lorsque le héros arrive sur le tarmac de l'aéroport, ça explose parce que il se passe quoi, et puis quelqu'un qui leur explique très, très tranquillement oui, c'est un convoi ministériel qui vient de sauter. C'est la bagnole du président. Voilà. Mais le truc, en fait, c'est que lorsqu'ils sont dans la jungle à un moment donné, ils lèvent la tête et il y a un avion en flammes qui est en train de passer au loin. On saura jamais qui c'était, pourquoi. Mais voilà. C'est l'équipe qui a été envoyée après. Les ministres. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a ça, et alors il y a ce truc quand même assez incroyable où donc c'est un film, parce que là en ce moment, je suis désolé, je vais faire une aparté là-dessus, mais je vais pas forcément, voilà, mais on doit recontextualiser certains films. Alors celui-là, faut y aller, parce que en gros, t'as quand même des porteurs noirs qui sont en plus les personnages les plus pleutres, les plus trouillards du film, alors qu'ils sont censés connaître le terrain, contrairement aux autres personnages du film. Oui, mais parce que dans la tradition des Tarzans et autres, les porteurs noirs étaient généralement ceux qui se font toujours buter. Et donc là, les mecs, c'est comme si, c'est presque, entre guillemets, ça se voudrait méta, sauf que comme le film n'est pas... Comme le film n'a pas choisi d'être un genre donné, le gag méta, il passe pas. C'est surtout parce qu'il y a 0,11 d'ironie dans ce film. Tout est sérieux. Mais on sait pas. Moi je trouve que si, quand même. Moi je pense que dans les multiples réécritures, il y a un mec qui a dû se dire, finalement les porteurs, ils ont vu les films américains avec des porteurs, ils se sont dit pas question qu'on se fasse buter. Et donc, je pense que tu vas loin, moi je suis pas sûr que ce soit ça. Moi je pense que vraiment tout le délire
c'est pas proto-raciste, mais un peu quand même. Hein. Ironique du film, je pense qu'il vient du désir de faire un truc méta, alors que le film ne l'est pas. C'est un film qui ne sait pas ce qu'il fait en fait. Moi, j'ai surtout l'impression que c'est un film qui a oublié qu'il y a 40 ans de représentation entre les deux qui sont passés entre les films qu'il cite et le film qu'il fait. Oui, entre autres. Mais encore une fois, et ça vaut aussi pour les effets spéciaux quelque part. S'ils avaient décidé d'être vraiment dans le sillage de Jurassic Park, toutes ces conneries de coups d'État, etc. En plus, elles n'ont aucune utilité scénaristique. Tout ça aurait sauté. Ils auraient au contraire insisté sur le côté technologique et tout. Pour moi, on a là les restes d'un film qui se voulait couillon et pulp en fait. Mais après, moi, je pense qu'il y a aussi ce truc dans le film, en fait, où le film est tellement finalement, comme tu l'as dit, Z, est mal branlé que, en gros, je pense que ça participe aussi de la problématique. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, alors je veux pas vendre ça comme si c'était Virus Cannibal le film, mais parce que c'est peut-être pas à ce point-là. C'est quand même plus tuné, c'est quand même plus machin. 50 millions de dollars d'époque, c'est en gros le budget de Jurassic Park à l'époque. Voilà. Mais par contre, en fait, le résultat par moment, c'est chaud, quoi, parce que en fait, il y a des. Toi, t'as pas aimé le rhinocéros, l'hippopotame animatronique, ça se voit. mais sans même parler de ça, quoi. Enfin, je veux dire, le truc, ce qui est quand même hallucinant, c'est que t'as 3 plans de la savane, ok, et le reste du temps, en fait, ils se baladent dans la République bananière de Burbank, quoi, parce que ça se voit que les mecs, ils sont en train de tourner en studio à Los Angeles, quoi. Pas toujours, moi, il y a des plans, j'ai souvenir de plans larges, je l'ai vu en salle en plus, il y a quand même des plans larges. Il y a quelques plans larges, et puis après, t'as plein de studios, mais alors tout le temps. Et alors le truc, tu vois, c'est surtout quand ils arrivent à la cité de Zinj que ça devient cheap. Pas que, hein. Il y a plein de plans, en fait, quand tu regardes le film. Toi, t'as pas revu le film. T'aurais dû revoir le film, Rafik, avant d'enregistrer cet épisode. Tu t'es basé sur ton souvenir. Mon souvenir. T'as voulu préserver l'innocence que t'as eu quand t'as vu le film. Moi, j'ai vu. J'y allais en mode déconne. Hein, j'avais pas forcément. J'attendais pas grand-chose du film. Déjà, j'avais trouvé Arachnophobie. Tellement plus. J'avais trouvé qu'Arachnophobie était à chier, mais j'ai plus pris mon plaisir à Congo parce qu'effectivement, là où je m'attendais pas du tout à avoir des sensations de jeune lecture en fait. Encore une fois, j'ai cité Spirou tout à l'heure, mais il y a aussi Vol 714 pour Ciné, puisque donc sans spoiler, la fin du film, il y a en gros un volcan qui se réveille et la lave qui se met à couler dans tous les coins et les personnages doivent courir. La plus belle lave de l'histoire du cinéma aussi. Et les personnages doivent courir. Bah oui, mais plus réaliste. C'est pas ILM qui s'était occupé de ça d'ailleurs à l'époque. Mais je sais pas qui, mais il faut rendre l'argent là. Et donc les personnages doivent courir pour précéder la lave, et ça, c'est littéralement le final de Vol 714 pour Ciné, quoi. Ouais. Et moi j'étais en salle, j'étais en train de me dire, on m'avait pas prévenu, tu vois. Moi je pensais aller voir justement un sous Jurassic Park avec des singes. Je me dis putain, c'est trop cool, c'est complètement con, mais c'est trop cool, quoi. Le film, donc, il est mortel. Enfin, moi je le trouve hyper. Alors je le trouve hyper attachant. On se moque en fait vraiment, mais c'est vrai qu'il est hyper attachant le film par certains côtés parce qu'il essaye tellement de trucs complètement autres. Ouais. Et puis t'as effectivement ce truc avec le personnage d'Amy, parce que là on en a un petit peu parlé, tu l'as un petit peu touché du doigt, mais c'est quand même hallucinant ce personnage. Comment on pouvait croire? Elle pète. Ouais, elle rote. Elle boit du martini. Elle boit du merci. Elle fume le cigare. Ouais. Tu vois, enfin, c'est ton rêve incarné. Non, mais c'est Popeye, là. c'est pas un singe, quoi. Tu vois, donc, en fait, c'est complètement, enfin, c'est n'importe quoi. Tu vois, et le truc, si tu veux, c'est que t'as la scène finale où les mecs, en fait, ils arrivent. C'est un film qui se voudrait dans le respect de la nature, dans le respect de tous ces trucs-là, parce que il y a des logiques écologiques, en fait, derrière. Pourquoi on ramène le singe là-bas? Il faut qu'elle revienne dans son pays, il faut qu'on respecte ça. Et les mecs, ils butent les singes, mais comme des gros enculés, mais pendant un quart d'heure à la fin, mais en plus avec des impacts de balles, comme si c'était un film, comme si c'était des nazis. Ouais. les singes, c'est hallucinant, quoi, tu vois. Et tu les vois, tu vois les singes en train de se faire exploser au ralenti, et tout ça, etc. Y compris quand elle a réussi à les calmer. Ouais. Elle a rien à foutre. Et par le personnage de Laura Linney, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qui arrive et qui dit t'as qu'à les mettre sur la liste des espèces en danger, quoi. Tu vois, et avec une punchline d'enculé. Tu vois, enfin, c'est vraiment le film, il est complètement. À la fin, c'est un massacre, c'est horrible, quoi. T'as l'impression de regarder quand les aigles attaquent avec Clint Eastwood qui désingue tous les nazis, sauf que là, c'est des singes, les pauvres, quoi. Tu vois, ils ont rien fait de mal, ils sont juste en train de protéger leur territoire, quoi. Moi, je suis du côté des singes dans ce film. Okay. Tu vois, ça, il faut qu'on soit clair là-dessus, Rafik, tu vois. Mais bon, reconnaissant quand même que malgré un accueil critique plutôt froid, il faut l'avouer, bon, étrangement, contre toute attente. Le film a marché, il a rapporté dans les 150 millions, voilà, sans plus, mais c'était, voilà, la Paramount était quand même plutôt satisfaite, et il a été nommé meilleur film de science-fiction de l'année au Saturn Award de l'époque, donc bon, quand même un prix relativement prestigieux. Bon, alors, il y avait Judge Dredd. Il était aussi aux Razzie Awards à côté, bon, mais normal. Saturn Award, mais
les mecs ont rien compris. Et par contre, je n'ai jamais joué aux jeux vidéo qui était sorti. Donc c'est un truc à. Faut que j'aille chercher. Ça se trouve, c'est vachement bien. On va retrouver Congo. Tu joues le singe ou pas? Tu joues à Ami? Je sais pas, j'ai pas joué. Si tu joues pas à Ami, ça n'a aucun intérêt. Non, parce que tu peux pas. Voilà, il y a ce truc. Pour ceux que ça intéresse, pour les geeks qui nous écoutent, il y a 2 aspects du film. Bon, alors la photo d'Alain Davio, c'est pas son meilleur. Ça va. C'est parce qu'il a fait le mieux. Mais le film est quand même pas dégueu visuellement. Ça va, c'est pas embarrassant. Par contre, j'ai une grosse affection pour la musique, de Jerry Goldsmith, notamment dans cette scène donc totalement débile où les personnages sont en avion et qu'on leur balance des missiles à la gueule, des missiles, voilà. Alors et ils utilisent des fusées éclairantes pour. Mais attends, là t'expliques le truc parce que quand tu regardes la scène, tu comprends pas. Tu comprends pas ce qui se passe parce qu'ils sont attaqués par une milice en fait au sol, qui leur envoie des missiles. Et enfin des roquettes quoi et du coup ce que Laura Linney fait parce que c'est donc l'héroïne du film c'est un personnage en fait qui est d'ailleurs plus fort que le personnage masculin qui est interprété par Dylan Walsh qui lui pour le coup alors lui vraiment l'acteur qui a disparu complètement des radars qui est une espèce d'endive cuite au micro-ondes quoi ça va tellement le mec il est chlasse quoi et en fait le truc si tu veux c'est que elle prend en fait des fusées éclairantes et elle et Ernie Hudson en fait ils se mettent à tirer sur les missiles et en fait ils font mouche à chaque fois alors tu déduis toi en tant que spectateur. Non, mais moi j'avais compris à l'époque. Ah ouais, parce que moi en fait je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, tu vois. Et en fait, toi t'étais en salle, tu t'es levé, t'as frappé dans ta main, tu dis mais on se fout de notre gueule. On se fout de nous, c'est pas possible. C'est de la non, moi j'avais compris que c'est des trucs thermiques, donc en fait comme ça, ça fait de la chaleur. Autour de ça, c'est-à-dire ce que j'entends par là, c'est qu'il n'y a pas un seul moment où par exemple le fait qu'ils envoient un truc, ne serait-ce que te montrer le missile qui dévie et qui va vers le. Toi tu penses que les mercenaires en Afrique ils savent super bien viser. Moi pour moi il y a un coup d'étang toutes les 2 minutes. Moi je crois ce que le film me dit. C'est tout quoi. Non mais. Ils utilisent comme tout le monde des missiles pas téléguidés mais guidés par la chaleur thermique quoi de l'appareil. Et là en l'occurrence il s'agit d'envoyer ça pour bref. En tout cas toujours est-il que la musique de Goldsmith à ce moment-là elle est trop cool. J'adore ce morceau-là et il y a dans le générique de fin un long chant africain totalement pas du tout africain en réalité, mais qui était avec les bohèmes qu'on a retrouvé, qui était aussi à l'époque sur le Roi Lion, je crois. Mais je préfère les chants africains hollywoodianisés de Congo, voilà, à ceux du Roi Lion. Tu préfères de toute façon, tu préfères Congo Roi Lion. Ah bah de toute façon, qu'il faut le dire. C'est mieux écrit, mieux réalisé à tout point de vue. Voilà, donc je sais pas si vous avez compris, mais en fait, il faut voir Congo. Absolument voir Congo. Ouais, c'est un très beau film d'aventure. En fait, c'est un film qui nous dépasse un peu. Là, je réalise qu'on a finalement du mal à en parler. On a du mal à l'aborder parce qu'il y a tellement d'angles différents par lesquels on peut rentrer dans Congo. Ah, moi, j'ai qu'un truc à dire. Si vous aimez les singes et les mecs déguisés en singes, c'est le film pour vous. Et les philanthropes roumains avec un accent impossible, comme le dit Stéphane, avec l'accent de Borat. Il est fabuleux, Tim Curry, dans ce film. Mais de toute façon, ils sont tous à part le couple donc vedette là qui sont complètement oubliés aujourd'hui. Mais Joe Don Baker il est bien, Ernie Hudson par moments assez marrant. Donc, voilà. Et puis il y a un singe qui boit du martini et qui rote, qui fume le cigare, qui parle en faisant des gestes. Voilà. Comme on l'a dit au début d'émission, chef-d'œuvre. Voilà, chef-d'œuvre. Merci Rafik. Merci Steph. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Alors, on a lancé un Tipeee il y a quelques temps. C'est vrai, on a lancé un Tipeee il y a quelques temps, Rafik, c'est au courant. Pourtant, tu es sur la vidéo de... Moi, je pensais que tu savais pourquoi on faisait cette vidéo. Le truc où les gens peuvent donner des sous pour aider les artistes, projets, les artistes et tout ça. C'est cool, ça. Les journalistes, les artistes, voilà, c'est ça. On l'a lancé ça. D'accord. Et donc, si vous voulez nous soutenir, il n'y a qu'une seule adresse, c'est tipeee.com. Alors, vous tapez sur Google, tu me le fais pas T-I-P-E-E. Ah, il y a 3 E dans Tipeee. Voilà. On va pas refaire les mêmes blagues de podcast en podcast quand même. Et les mots-clés, c'est Capture Mag. Et alors, pour nous écouter, les sources habituelles. Vous allez sur SoundCloud, vous allez sur notre site, vous allez sur Apple Podcast, sur Spotify, Deezer, je crois. Voilà. Je crois, je dis je crois parce que tu n'es même pas au courant. Et en plus, sur Spotify, vous pouvez enchaîner Capture Mag et ensuite écouter la musique de Goldsmith pour Congo. C'est vrai. Et là, ça te fait la journée. Ouais, parfait. De toute façon, on va mettre un petit bout. Alain, merci à la technique qu'on remercie, va nous mettre un petit bout de cette musique-là. Le morceau s'appelle Bell Out. Bell Out. Ouais. C'est celui qu'on entend là. En fait, même si nous on l'entend pas, mais en fait, la magie du montage fait que vous l'entendez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.